Résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditrices et auditeurs. C'est l'heure de notre émission hebdomadaire de Strasbourg et d'ailleurs que vous propose le Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Donc pour nous accompagner aujourd'hui au micro, Aïcha. Bonjour Aïcha. Bonjour Strasbourg, bonjour tout le monde. Salut Eric. Au micro, il y a la technique donc Eric. Alors bonjour Aïcha, bonjour Nabou, bonjour Strasbourg, le monde et tout l'univers. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question qui agite nos universités depuis plusieurs mois, celle de l'augmentation des frais d'inscription des étudiants étrangers. Nous allons nous demander où en est la mobilisation et surtout ce que ça implique pour les étudiants et les étudiantes concernés. Nos invités sont en studio pour répondre à ces questions, mais juste avant ça, nous avons la compagnie de Mina Grendelbach qui va vous présenter rapidement la 3e édition donc de son pop-up store, qui donc une boutique éphémère qui est au centre commercial Rive-Étoile en ce moment et qui s'appelle Seasons. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Mina, et te présenter? Oui, bonjour Aïcha, bonjour Mina. tout le monde. Donc oui, effectivement, nous sommes à notre 3e pop-up store. Oui. Après le succès de So British et de Pool Party. Tout à fait. Nous avons reconduit ça, mais changer un petit peu le concept. Ok. Et donc, quel est le concept? C'est quoi la différence cette fois-ci en fait? La différence que pour Seasons, oui. La boutique reste, mais les exposants et la thématique changent au cours des saisons. D'accord, donc comme le nom de la boutique. Exactement. Et donc, j'ai cru comprendre que le mois de février était dédié au vintage du coup. Complètement. Donc, la nuit du 31, il y a le chassé-croisé des exposants créateurs stylistes du mois de janvier et tous les exposants dans l'univers du vintage. Très bien. Où est-ce qu'on peut vous trouver au centre commercial de Rive-Étoile plus précisément? Alors, plus précisément, c'est au rez-de-chaussée, zone rouge, pas loin de Desigual, en face de Timberland. D'accord. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux si on veut suivre, parce que tu changes de boutique assez régulièrement, de concept assez régulièrement, si on veut te suivre tout court pour savoir où est-ce que tu en es? Alors, So Event, So British, et vous pouvez sur la boutique, on a notre QR code que vous pouvez aussi scanner. Donc So Event, So British sur Facebook, c'est bien ça? Exactement. Très bien. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Alors venez nombreux si vous voulez encore rencontrer tous nos exposants créateurs locaux jusqu'au 31 janvier. Et à partir du 1er février, rendez-vous avec le vintage. À très vite. Merci Mina, à très vite. Merci Au revoir. beaucoup Mina. C'est moi. Voilà, du coup notre émission continue et là nous allons parler de la situation actuelle sur l'accueil des étudiants étrangers à Strasbourg et surtout l'augmentation des frais d'inscription. Dans notre studio, nous avons un paquet d'invités. J'attends que tout le monde s'installe devant un micro. Pouvez-vous partager les micros, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Et du coup, on va vous demander de vous présenter en quelques mots. Donc moi, je suis Colin Jude, je suis un ancien syndicaliste étudiant. Je suis toujours étudiant actuellement, mais j'ai quitté mes fonctions très récemment. Moi, je suis Hassan Adamou Issoufou, étudiant étranger nigérien à l'université de Strasbourg. Alors, on vous entend pas très bien. Je crois qu'il faut vraiment se rapprocher du micro. Hassan Adamou Issoufou, étudiant nigérien à l'université de Strasbourg, à la faculté de physique et ingénierie, actuellement en master mécatronique. D'accord. Alors moi, je suis Ngapawa, étudiante en architecture et ingénierie à Strasbourg, à l'INSA. D'accord. Ok, je pense qu'on va faire une petite pause musicale, non, avant de commencer par les questions où on attaque direct. On peut déjà poser une ou deux questions pour être sûr. Alors, donc vous savez tous ce qui nous réunit aujourd'hui en fait et la thématique de l'émission qui est de revenir sur l'augmentation des frais de scolarité annoncée par le gouvernement. Comment avez-vous vécu les uns et les autres donc l'annonce de cette nouvelle? Qui commence? L'annonce vraiment de la nouvelle, c'était un choc. Moi je connais la réalité des pays étrangers, tous les pays africains subsahariens, puisque vu que le nombre d'étudiants étrangers ici en France, 45% est présenté par les étudiants issus de l'Afrique.
subsahariens et l'Afrique Maghreb. Donc vraiment, la mesure, elle vise pour moi juste pour éradiquer les étudiants ici du continent africain, vu que la plupart des étudiants qui sont ici, ils sont ici des familles qui sont vraiment marginalisées en Afrique, vu les problèmes du continent. S'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils visent vraiment une formation meilleure que dans leur pays. Maintenant, la France, ils sont en train de mettre un système pour que ces étudiants-là, les fils de pauvres, n'auront plus accès, n'auront plus même le courage de tenter leur chance. Parce que beaucoup, ils sont bâtis depuis l'annonce de cette nouvelle mesure. Il y a ceux qui ne savent même pas quoi faire après, ceux qui sont en licence, vu quand tu changes de cycle, ça va te concerner. Et pour ce qui est de ce que le Premier ministre dit que vraiment c'est pour augmenter l'attractivité de venir étudier en France. Après, il disait que ce n'est pas normal que des étudiants étrangers riches viennent payer les mêmes frais d'inscription que les pauvres Français. Et il oublie que la majeure partie, le continent le plus pauvre du monde, c'est le continent africain. Et la plupart des étudiants étrangers en France, c'est des étudiants africains, ici des pays, des anciennes colonies françaises. Que jusque-là, c'est la France même qui continue même à imprimer des monnaies à ces pays. Il y a 14 pays actuellement dont je vous parle. Et le SMIC là-bas, c'est autour de 100 €. D'accord. Donc, je ne vois pas pour quelle moyenne quelqu'un qui, son père, touche 100 € par mois, comment il va arriver à lui payer 3770 pour son cursus en master et 2770 pour son cursus en licence. D'accord. On va laisser Colin réagir à la question et puis ensuite Ngo, avant de passer aux questions suivantes. Moi, les annonces, je les ai un peu moins pris, de façon moins frontale, on va dire. Je suis pas concerné, je suis étudiant français. Alors, malgré tout, on a quand même été très choqués parce que c'est, comme dit, j'ai été syndicaliste, j'ai accompagné énormément des dizaines d'étudiants étrangers dans leur démarche, parfois alors qu'ils étaient même encore. J'ai très majoritairement des étudiants algériens ou des étudiantes algériennes, donc j'ai aidé parfois des gens dans leur démarche alors qu'ils étaient encore en train de monter des dossiers de candidature auprès des universités françaises, de monter leur dossier pour Campus France, qui est l'organisme qui gère l'accueil des étudiants et des étudiantes étrangères en France. Et les frais d'inscription, c'est la face cachée, enfin c'est plutôt la face apparente de l'iceberg. Quand on aide ces étudiants, on se rend compte qu'il y avait déjà beaucoup d'autres problématiques qui se posent. Avant même de savoir s'ils vont pouvoir venir étudier en France, ils doivent déjà débourser énormément d'argent, surtout vis-à-vis des conditions de vie qu'on peut parfois avoir, dont parlait Alassane. On leur demande de payer des tests pour prouver qu'ils parlent bien français alors qu'ils viennent de pays francophones pour la plupart, où on leur a imposé le français il y a quelques décennies déjà, et on leur demande ensuite de payer tout un tas de frais de dossier, etc. Et finalement derrière ils payaient leurs frais d'inscription comme les étudiants français, et une fois en France c'était des étudiants qui étaient rentables entre guillemets. Alors c'est un terme que j'aime pas employer, mais un étudiant étranger en France, même s'il paye que 170 € pour sa licence, il est rentable pour l'État français, il rapporte plus à son université qu'il ne lui coûte. Donc c'est une mesure qui nous a vraiment choqués, qui est en plus, comme l'a dit Alassane, profondément discriminante. C'est pas tous les étudiants et toutes les étudiantes étrangères qui sont visés. Un étudiant par exemple canadien ou un étudiant états-unien, a priori son université a probablement déjà un partenariat avec une université française, ou alors il y a même des partenariats entre États qui lui permettra de ne pas payer les 2770 € par exemple. Donc c'est un petit peu quelque part, on se fout un petit peu de nous, et particulièrement du coup des étudiants africains, un petit peu des étudiants d'Amérique latine. C'est une mesure qui est vraiment profondément discriminante. Alors moi, comment je l'ai pris? Tout d'abord, j'étais choquée, j'étais en colère, j'ai d'abord cru à une blague parce que ça paraissait un peu trop gros, mais c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, allez, soyons pragmatiques, voyons ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça passe pas, et si oui, trouvons des moyens, voilà. Mais après ça, cette colère a nourri une chronique d'ailleurs qui réunit à peu près tout ce qui a été dit par Alassane et Colin, voilà, donc
Ok, merci à vous trois. J'ai une autre question. Les étudiants se sont mobilisés contre cette décision. Est-ce que le mouvement est partagé? Est-ce qu'il est soutenu, y compris par celles et ceux qui ne sont pas directement concernés? Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Le mouvement, il n'a pas énormément pris jusqu'ici. Déjà parce que c'est une mesure qui n'a pas finalement fait énormément de bruit. Elle en a fait beaucoup parmi les étudiants étrangers, les étudiantes étrangères. Mais en tout cas, dans les premiers mois, je dois avouer que je suis un peu plus en retrait depuis un certain temps. Je sors des partiels, etc. Donc j'avoue avoir pris, comme dit, des vacances. Mais dans les premiers mois qui ont suivi les annonces, les premières semaines, la plupart des gens qui étaient au courant de ces mesures, c'était du coup évidemment des étudiants concernés par ces mesures, mais des étudiants surtout qui avaient des questions, qui comprenaient pas forcément, qui se demandaient si ils étaient concernés ou pas. Il y a eu beaucoup de rumeurs. On voyait par exemple beaucoup d'étudiants et d'étudiantes algériennes qui disaient non, mais nous c'est bon, on n'est pas concernés. Parce que les accords d'Évian, voilà, beaucoup de gens qui pensaient que, qui savaient juste pas ce qui allait leur arriver l'année prochaine. Comme en plus les annonces n'ont pas été faites de façon très claire, il y a eu des précisions par la suite qui ont tardé à arriver. Les étudiants, ils ont déjà commencé leur démarche pour l'année prochaine. Ils avaient déjà commencé ces démarches au moment des annonces. Comme dit, c'est des démarches qui sont longues et fastidieuses. Donc c'est dans un premier temps beaucoup d'interrogations et ensuite une fois que les gens comprennent la problématique, que ce soit des étrangers, les étrangers il n'y a pas de débat globalement, ils sont complètement révoltés par ces mesures, et même du côté des étudiants français, quand les gens ont tous les outils en main, quand ils savent ce que c'est qu'un étudiant ou une étudiante étrangère en France, quand ils savent dans quelles conditions on fait partir les étudiants français à l'étranger, où c'est quand même beaucoup plus facile de façon générale, on est bien mieux accueillis, dans ces cas-là c'est assez rare de trouver des gens qui justifient cette mesure, qui disent que c'est normal qu'ils payent plus cher que nous, etc., qui se rendent bien compte que tout au long de l'année ils payent juste aussi cher que nous, que certes leurs parents n'ont pas nécessairement payé d'impôts en France, mais par contre ça ne veut pas dire que eux ne payent pas de taxes, que eux ne payent pas des impôts, des taxes ou des impôts que nous ne payons pas étudiants français. Oui, j'ai deux questions d'ailleurs. Est-ce que l'administration et le corps enseignant soutiennent ce mouvement? Déjà, ça c'est la première question. Et la deuxième question, là vous venez de dire que le mouvement a pas vraiment pris au niveau au niveau même des étudiants. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la mobilisation prenne? Alors là, je pose la question à tout le monde, de toute façon. En fait, tout début. Parlez bien devant le micro. Au début, l'annonce c'était un peu flou, puisque beaucoup ne comprenaient pas. Juste le Premier ministre, il a fait une annonce. Donc, parfois, au début, on pensait que nous, qui sommes déjà en France, ça va pas nous concerner. C'est juste pour ceux qui veulent venir pour l'année prochaine. Donc, après, il y a eu des éclaircissements. Dire que quand tu changes de cycle, ça va te concerner. Par exemple, quelqu'un qui est en L3, s'il veut accéder au master, là, ça le concerne. Et celui qui est en M2, s'il veut faire le cycle doctorat, ça va lui concerner. Donc, c'est en ce temps-là que les gens, ils ont commencé à se paniquer pour dire que moi, je suis en L3, vu la situation de mes parents, ma situation, comment puis-je faire pour que j'arrive à accéder au master. Donc maintenant, le mouvement, nous, on avait commencé le mouvement, mobiliser les gens, mais au fait, il y a eu le désespoir, puisque beaucoup de gens se disent que bon, c'est la France, là, s'ils mettent une loi, c'est bon, ça va passer, même si on fait des mouvements, ça va rien changer. L'UNEF, ils étaient là, c'est eux qui passaient des messages pour arriver à mobiliser les étudiants, surtout les étudiants étrangers. Parce que jusque-là, si on organise une manifestation, beaucoup des étudiants étrangers ne veulent pas participer, surtout ceux qui sont en L3. Vu qu'ils sont découragés, ils ont dit que vraiment ça va rien changer, ils sont au chaos. Et après, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui est venu pour camoufler l'autre mouvement. Puisque là, sans soutien des Français, je pense qu'on ne peut pas avoir gain de cause. Mais donc, juste, mouvement des Gilets jaunes qui montre bien que quand les gens se lèvent se mobilisent et montrent que quand le peuple parle, il y a quand même des choses qui changent. C'est quand même le président de la République lui-même qui a modifié certaines choses qui étaient d'emblée décidées à la base. Ouais, donc, exactement. Mais les Gilets jaunes, ce sont des Français. Là, nous sommes des étrangers. Il y a ceux qui possèdent juste une vignette au filles qui dure peut-être un an. Donc vraiment là, je pense que il n'y a pas le même effet vis-à-vis des gouvernements. Ils ne peuvent pas nous considérer de la même manière. Donc nous, tout ce qu'on nous fait, on essaye d'avoir beaucoup de Français à côté de nous, parce que vu ces pays, comme la devise de la France, c'est liberté, égalité et fraternité. Vraiment, si
il y a une inégalité à l'université. Je pense que l'inégalité va se régner partout. Parce que l'université, c'est vraiment, c'est le meilleur endroit pour combattre l'inégalité. Mais maintenant, si on te dit, en tant qu'étranger d'origine d'Afrique, mais quelqu'un qui est européen, il n'est pas français. Lui, il va payer comme les Français. Et il parle de moi. Je pense que les pays européens, ils sont plus développés que les pays africains. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails pour expliquer que les pays européens sont plus riches que les pays africains. Mais le Premier ministre, il veut nous faire comprendre que nous sommes des riches. Et nous sommes des pays africains. Je vois pas vraiment. Je pense qu'en fait, là où on pourrait faire erreur, c'est de penser que on est des étrangers. On ne peut pas mener le combat, en fait. Je pense qu'il faut se mobiliser, même si on se dit qu'on est en minorité, on est en France, on est des étrangers dans ce pays, on n'a qu'une seule vignette au FI. Je pense que la mobilisation et l'union des forces peut faire bouger les choses, en fait. Ouais, ça peut et c'est dommage de penser que, on se décourage, on laisse tomber. Et là, la loi va passer, en fait. Ouais, c'est l'erreur à ne pas commettre. Mais est-ce qu'il y a vraiment un risque? Est-ce qu'il y a vraiment une crainte d'être fiché, de pas avoir les visas renouvelés ou des choses comme ça? Ouais, c'est ce que les gens se craignent. Par exemple, est-ce qu'il y a des menaces officielles ou Non, pour le moment non. Mais les gens, ils craignent ça au fait, parce que j'ai consulté beaucoup des étrangers. Si je les mobilise pour une manifestation, ils sont pas motivés quoi. Ils disent que non, mais si ça nécessite même de retourner au pays, c'est mieux quoi. Go, est-ce que tu as un mot à dire là-dessus? Alors moi au départ j'avais la même pensée, je me disais waouh, qui est-ce que je vais appeler pour me mobiliser, parce que je connais d'autres, j'ai des camarades aussi qui sont venus en France comme moi, je les vois vraiment mal prendre la parole et dire OK et risquer leur séjour en France, même si je pense pas que ce soit vraiment risqué par ça. Il y a quand même une certaine liberté d'expression, je pense, dans ce pays. Et mais ma stratégie, comme pour tout, comme dans les mouvements antiracistes et tout ça, c'est aussi de permettre aux personnes privilégiées de faire passer le message aussi. Donc de nous allier, en fait, de trouver des alliés qui puissent faire passer le message. C'est ce qu'on a fait, voilà. Trouver des personnes qui sont plus aptes, des personnes françaises qui sont plus aptes à le faire. Je voulais aussi vous demander au quotidien pour vous étudiants étrangers, qu'est-ce que ça change exactement au quotidien pour vous par rapport à cette augmentation de frais d'inscription? Qu'est-ce que ça va changer? Déjà la situation n'était pas glorieuse avant. Déjà un point sur la situation avant que ça passe. C'est quoi le quotidien d'un étudiant étranger à Strasbourg? Au fait, le quotidien d'un étudiant étranger à Strasbourg, au fait, ça va changer beaucoup de choses. Par exemple, si on met cette somme pour l'inscription, je pense que beaucoup de gens ne vont pas s'inscrire. Quand tu t'inscris, si tu n'as pas d'inscription en France, tu ne peux pas renouveler ton titre de séjour. Et là, vraiment, c'est une expulsion directe si tu n'as pas un titre à jour. Donc, du coup, quelqu'un qui... Parce que, au fait, ici, à Strasbourg, comme là où j'ai l'expérience, le quotidien, c'est quoi? Beaucoup de gens, on l'envoie l'argent du pays. Par exemple, comme je vous ai dit, les SMIG, c'est à 100 € au pays. Donc, bon, disons, si tu n'es pas un enfant d'un politicien, c'est très difficile. Tu es obligé de faire les jobs étudiants. C'est pour ça que beaucoup d'étudiants, ils font des jobs étudiants. A priori, il arrive à gagner 400 €. Vu les heures de travail sont limitées pour les étudiants étrangers. Donc, a priori, il gagne 300, 400 € par mois. Après, quand tu payes les loyers, la nourriture, c'est tout. C'est à peu près ce que tu gagnes, ça va, c'est optimisé. Tu vas rien épargner à côté. Donc, fin d'année, tu vas pas avoir vraiment l'argent pour t'inscrire. Parfois, les gens se débrouillent pendant l'été. Vu que l'été, il n'y a pas l'école, pour trouver un moyen de s'inscrire. Après, début d'école, vous savez, il y a beaucoup d'examens. On est là pour les études. Tu ne vas pas consacrer tout ton temps pour travailler. Donc, tu travailles un temps, après un temps pour préparer tes examens. Donc, maintenant, s'ils mettent cette loi, je pense que beaucoup d'étudiants étrangers n'ont pas le choix que de rentrer au pays. Y compris moi. Moi, je peux partir. Je n'ai pas d'autre choix que de rentrer au pays. Là, je suis en master. Si je finis mon master, si on me dit de payer 3 770 € pour mon inscription chaque année, je ne peux pas tenir. Parce que je suis venu dans un pays où, de la zone CFA.
Donc, alors que c'est très difficile. Ah oui. Surtout maintenant avec la polémique qui se passe dans la CME, puisque beaucoup ne savent pas ce quoi les francs CFA. Donc maintenant, les gens arrivent à comprendre ce quoi les francs CFA. Donc tu vas comprendre qu'un étudiant de la zone CFA, c'est impossible que son père finance ses études s'il n'est pas dans le gouvernement. Et le gouvernement, c'est combien % de la population? Je pense que c'est dans le 2%, c'est comme ici en France. D'accord. Donc ça serait difficile. Je voulais juste réagir à la question de savoir quel est le quotidien d'un étudiant en fait étranger à Strasbourg. Alors dans les filières normales, l'inscription est de 500 € en fait. Et ceux qui sont boursiers paient 510. Et les étudiants étrangers sont rarement boursiers en fait, je veux dire, pardon. Et la plupart de ces étudiants-là, comme Alassane l'a si bien dit, travaillent à côté dans la restauration ou dans les hôtels, travaillent de nuit pour financer leurs études. Et ils ont un quota horaire bien limité pendant l'année à 900 et quelques heures en fait qu'ils ne doivent pas dépasser, de janvier à décembre. Donc là déjà, juste pour payer ces 500-là, il y a des étudiants qui dépassent un peu. Mais ils arrivent à renouveler leur titre. Et 900 heures, ça fait une moyenne de une vingtaine d'heures par semaine. C'est ça, maximum, en fait, qu'ils ne dépassent pas, ouais. 20 heures. Donc déjà, il y en a qui dépassent ce quota-là pour payer les 500 € là qu'ils doivent payer. Imagine un peu s'ils font passer les 3000 avec ce quota horaire-là. C'est juste paradoxal, en fait, parce que ça veut dire rentrer chez vous, vous ne pourrez plus rester ou vous ne pourrez plus vous inscrire, en fait. Parce que c'est des étudiants qui n'ont pas les moyens et qui se battent au quotidien avec les études et le boulot pour s'en sortir. D'accord. Moi, je voulais passer la parole à Ngo et puis après notre nouvel invité qui vient de rentrer en studio. Alors pour le quotidien, en fait, c'est simple, on n'a pas la même insouciance en fait que les personnes françaises. Parce que les personnes françaises elles savent qu'elles peuvent aller par exemple pour la bourse il paraît que c'est possible. Moi j'ai déjà essayé une fois mais ça a été très long parce que il faut un avis d'imposition d'une personne d'un parent ou d'une tutrice en France. Mais le problème c'est que certes on en a un qui répond juridiquement de nous mais ce sera du coup ce sera pas proportionnel aux revenus de nos parents qui nous alimentent quoi. Donc déjà ça pour la bourse on n'est pas au même pied d'égalité. Et également pour le nombre de redoublements parce que on a un nombre d'années de redoublements limité, voilà. On peut pas se chercher en cours de route, on peut pas dire finalement j'ai envie de faire graphisme, finalement il faut avoir un diplôme au bout d'un certain nombre d'années sinon voilà oust. Donc c'est un peu ça le quotidien parce on doit fournir on a beaucoup moins d'insouciance, voilà, c'est l'esprit c'est cette charge mentale là qu'on a en plus. Ingrid, bonjour. Est-ce que tu peux aussi te présenter? Alors, Ingrid, nationalité camerounaise, alors étudiante en styliste modéliste. Et cette année, normalement, je devais faire un master, mais j'ai pas été prise. Donc, je me suis dit, je fais un peu des cours de langue et après, je pourrais continuer à payer mes études. Donc, avec cette réforme qui risque de passer, et je me demande comment je ferais pour pouvoir réussir à trouver les 3700 ou presque 4000 €. Parce que déjà, avec 500 €, c'est vraiment très difficile. C'est terriblement difficile parce que là, je pense que je vis en France déjà avec un gros stress. Je me demande, ok, si la réforme passe, qu'est-ce que je fais? Je continue de rester, soit je reste et je suis sans papier, soit je me dis, c'est ce qu'on veut, rentre chez toi, quoi. Ça sera la première chose c'est l'idée qui est là, donc je pense que je vais rentrer chez moi ou rester en France sans papier. Donc voilà. D'accord. Alors, j'ai envie de vous proposer une petite pause musicale. Alors, aujourd'hui, en musique, j'ai prévu de vous passer que du reggae. Et encore mieux, du reggae qui nous vient du continent africain. Alors, du coup, on va commencer par... Alors, avant juste que tu passes la musique, on va peut-être dire au revoir à Alassane qui sera plus parmi nous parce qu'il doit partir à 17h30. Et le remercier d'être venu. Merci d'être là, Alassane. Merci Alassane. Merci à vous aussi. Et ne vous découragez pas, ne te décourage pas. Ouais, moi je me décourage jamais. J'essaie de motiver les gens. C'est exactement ce qu'il faut faire. Rentre bien. Voilà. Alors du coup, on va commencer par celui qui pour moi est le plus grand des auteurs, compositeurs et interprètes de reggae, à savoir, non, c'est pas Bob Marley, je vous ai dit ça venait du continent africain, c'est Tikenja Fakoly.
avec son titre Kuma. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg De et l'autre- d'ailleurs. De retour sur de Strasbourg et d'ailleurs, l'émission hebdomadaire du Conseil des résidents étrangers. Donc aujourd'hui, notre thématique, c'est sur le potentiel projet d'augmentation des frais de scolarité à l'université. Et avec nous pour nous faire une chronique tout de suite, Ngo, Pao, je te laisse la parole. Oui, merci. Alors, ma chronique s'appelle Bienvenue en France ou va voir ailleurs si t'es pauvre. Alors, mercredi 21 novembre 2018, j'étais effondrée, à la fois triste et en colère suite à l'annonce d'une stratégie adoptée 2 jours plus tôt par le gouvernement français. Lundi 19 novembre, ce dernier annonçait une nouvelle mesure visant à, je cite, attirer plus d'étudiants étrangers en France. Elle était nommée Bienvenue en France. Selon le Premier ministre Édouard Philippe, cette mesure aurait pour but de faire passer d'ici 2027 le nombre d'étudiants internationaux en France de 320 000 aujourd'hui à 500 000. Comment ? Par une stratégie tout à fait logique consistant à augmenter les frais de scolarité pour les étudiants extra-européens. Ces frais s'élevant aujourd'hui à 171 € en licence et 243 en master, pour toute personne inscrite dans une université française, s'élèverait dès lors à 2770 € en licence et à 3770 en master. Ce qui représente, si nos calculs sont justes, une hausse des frais de scolarité allant jusqu'à 1620%. En voyant ces chiffres, on croit tout de suite à une blague, tellement c'est gros, comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe, hein. On rigole vite fait en se disant qu'on a peut-être mal lu et que jamais une telle action ne pourrait être acceptée. Quelques secondes plus tard, on réalise que c'est bien vrai, ils l'ont fait, ce n'était qu'une suite logique de Parcoursup, une élitisation pure et dure de l'éducation. Au vu du discours accompagnant cette stratégie, l'on pourrait croire en un malentendu, peut-être qu'il y a effectivement de bonnes intentions, qui sait, peut-être notre lecture est-elle trop primaire et que cette mesure aura en effet de réels bienfaits. Alors asseyons-nous et tentons d'en imaginer ensemble les éventuelles conséquences. Traçons le parcours d'une étudiante d'Afrique francophone fréquentant une université française. Durant son année de terminale, celle-ci se voit entamer une démarche auprès de Campus France, établissement placé sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère chargé de l'enseignement supérieur, et visant à promouvoir l'enseignement supérieur français à l'étranger. Dans le cadre de cette démarche, elle doit tout d'abord créer un compte Campus France, puis effectuer la saisie en ligne de son dossier pédagogique comportant des informations personnelles, ainsi que tous les justificatifs de diplôme obtenus. Si elle se trouve dans une région anglo-saxonne ou fréquente un établissement anglophone, elle devra en plus de cela obtenir une certification en langue française. Suite à cette étape, elle devra effectuer une liste d'établissements souhaités auxquels Campus France enverra son dossier. En cas d'acceptation, elle se verra passer un entretien auprès de Campus France visant à évaluer sa motivation, les raisons pour lesquelles elle veut poursuivre ses études en France, ou plus officieusement montrer que si elle y va, ce sera pour s'assimiler et rentrer dans les rangs, avoir un réel projet bien fixe de carrière et ne pas se chercher en cours de route. Si elle parvient à convaincre l'agent Campus France durant cet entretien, elle est ensuite convoquée pour effectuer une demande de visa long séjour étudiant. Cette démarche est non seulement longue et épuisante, mais aussi onéreuse. En effet, les simples frais de dépôt de dossier lui reviennent par exemple à 75 000 francs CFA si elle vient du Cameroun, soit environ 115 €. Ces frais varient d'un pays à l'autre. Au Maroc, par exemple, les frais de dépôt de dossier s'élèvent à 1900 dirhams, soit environ 172 €. À ces frais s'ajoute le montant à verser pour effectuer la demande de visa. Il est important de noter qu'aucune de ces sommes ne lui serait remboursée, ni en cas de désistement, ni en cas de rejet de sa candidature. De plus, afin de s'assurer qu'elle pourra subvenir à ses besoins sur une durée d'1 an en France, il lui est demandé une attestation montrant qu'une somme a été déposée sur un compte bloqué et pourra couvrir des virements mensuels de moins 615 €. Ceci représente, 4 848 962,72 francs CFA, soit environ 3 fois le salaire moyen annuel d'un salarié au Cameroun. Ainsi, ses parents se feront faire des sacrifices en économisant 3 ans de salaire afin de lui permettre d'obtenir son visa étudiant. Bon, l'on pourrait croire qu'une fois toutes ces étapes franchies, elle peut enfin jouir de la même insouciance que toute personne étudiant en France. Mais les tracas administratifs ne s'arrêtent pas là. Une fois arrivée sur le sol français, elle a au maximum 3 mois pour se déclarer à l'OFII, qui est l'Office français de l'immigration et de l'intégration, afin d'y être enregistrée. Après avoir passé les examens médicaux requis et s'être acquitté d'une taxe de 58 €, l'OFII lui assigne enfin une vignette montrant qu'elle a bien terminé les procédures et peut circuler librement jusqu'à 1 an après l'obtention de son visa long séjour étudiant. Malheureusement, elle n'en est là qu'au début. En effet, au bout d'1 an, elle devra faire une demande de titre de séjour étudiant en déposant au service de l'immigration de la préfecture de sa ville un dossier comportant les justificatifs de domicile, un certificat de scolarité, des justificatifs de ressources élevant à au moins 615 € par mois et en s'acquittant d'une taxe élevant à 79 €.
Il sera question de renouveler ce titre de séjour chaque année ou tous les 2-3 ans si elle est chanceuse, et de reprendre cette même procédure après avoir fait des heures de file d'attente sur le trottoir de la préfecture. Bon, après je souligne que tout dépend de la préfecture dans laquelle elle se trouve. Hein. À Strasbourg, par exemple, les étudiants sont quand même plutôt bien accueillis. Alors, admettons que cette étudiante veut effectuer un master et se trouve actuellement en L3. Sa famille a pour l'instant déboursé pas moins de 14 805 605,45 francs CFA, soit 22 511 €, soit l'équivalent d'environ 7 ans de salaire moyen en 3 ans. Allez, soyons gentils et disons que ses parents gagnent le double du salaire moyen annuel de son pays. Ça aide, mais on est quand même à plus de 3 ans de salaire déboursé pour 3 ans d'études de leur fille. Pour couronner le tout, arrive cette fameuse mesure visant à attirer des étudiants extra-européens comme elle. À votre avis, quelle en serait la conséquence pour elle? Cette mesure boosterait-elle son parcours universitaire, sachant à quel point il est plaisant de se faire vider les poches par un État pillant de façon tout à fait décomplexée les ressources des pays qui l'incriminent? Peut-être, qui sait, ne suis-je peut-être pas assez instruite pour déceler les bienfaits de cette mesure à mes yeux honteuse et injustifiée, dont le label Bienvenue en France prend des allures de moquerie de la part du gouvernement français. Mesure injustifiée en plus au vu de l'apport économique de l'arrivée d'étudiants extra-européens pour la France. En effet, d'après une étude réalisée en 2014 par Campus France, je cite, « Alors que le coût de ces étudiants étrangers pour le budget de l'État peut être évalué à 3 milliards d'euros environ, l'apport des étudiants à l'économie française se monte à 4,65 milliards d'euros. » Fin de citation. Alors, ainsi, même si l'aspect économique est validé, il n'en demeure pas moins l'aspect raciste et anti-migratoire tout à fait à l'image de la crise migratoire actuelle. Selon Hicham Jamid, écrivant pour le magazine L'Obs, il s'agit là, je cite, d'une politique qui oscille entre un désir d'attractivité puisé dans une vision libérale marquée par l'ère de la marchandisation des systèmes d'enseignement supérieur et une obsession de contrôle affirmée par une politique migratoire restrictive, sélective, prospérant dans une logique bureaucratique sécuritaire. Fin de citation. Au-delà de cette démarche sécuritaire, une étudiante interviewée par le quotidien Libération va plus loin et affirme que c'est une mesure qui ferme les frontières, qui est raciste et classiste, et même sexiste dans la mesure où elle empêchera des femmes qui auraient besoin de quitter leur pays de venir en France. Elle rend la sélection sociale et raciale encore plus forte dans l'éducation. C'est autant une mesure de politique migratoire qu'une politique éducative. Ainsi, si suite à cela, on se sent effectivement bienvenu en France en tant qu'étudiant, c'est qu'on rentre dans les catégories d'individus n'étant pas atteints par les oppressions submentionnées, ce qui revient comme par hasard à être un homme blanc riche. Merci Ango pour cette belle chronique. Merci. Alors tout de suite, on laisse la place à Déborah, que vous avez dû entendre en 2018, qui va faire ses premiers pas en chronique. Et là, elle va faire un dialogue avec Ingrid, que vous avez également dû entendre il y a quelque temps. Donc, je leur laisse la parole. Ce sera un dialogue question-réponse. Bonjour à tous. Donc, voilà, j'ai voulu intervenir sur la question de l'augmentation des frais universitaires pour les étudiants. Pour la première raison, c'est que j'ai l'occasion de travailler régulièrement avec des étudiants salariés. Du coup, j'ai voulu m'intéresser à eux en fait et leur donner aussi la parole puisque je pense que c'est les premiers concernés, puisque c'est eux qui doivent payer leurs études. Donc le premier constat que j'ai pu faire, c'est que dans tous les étudiants salariés que j'ai l'occasion de côtoyer, hors Union européenne, il y a des Africains et c'est tout. Puisqu'en fait, j'ai mené une petite enquête, j'ai cherché, j'ai demandé un peu partout autour à des étudiants, est-ce qu'autour d'eux, il y avait des Américains, des Indiens, des Asiatiques, enfin voilà, j'ai demandé et honnêtement, il y a personne qui a pu me dire oui, en effet, dans ma promo. Donc déjà, c'est un constat qu'on peut relever, c'est que en effet, ça concerne une partie et du coup, j'aimerais échanger avec Ingrid à ce sujet. Donc Ingrid, déjà, quelle a été pour toi ta première réaction en fait quand tu as entendu parler de cette réforme? Ça a été une surprise, comme tout le monde, je pense. Ça a été une très grosse surprise parce que je me suis dit, pourquoi les étudiants étrangers? Parce que si c'était au moins pour tous les étudiants, si c'était pour tous les étudiants en France, oui, on se serait dit peut-être la France a besoin de gonfler les chiffres, donc c'est pour tout le monde. Mais si c'est pour juste les étudiants étrangers, alors moi je prends pour moi et je dis juste ils n'ont plus besoin de nous. Donc voilà. Quels sont tes projets pour la rentrée 2019? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la rentrée 2019, je compte m'inscrire à un master, normalement dans une école publique. Et si cette réforme venait à passer, je sais pas.
je pense que le mieux serait que je rentre chez moi parce que le travail que je fais ne me permettrait pas de pouvoir payer 3 700 € en plus du loyer, manger, m'habiller quand même et toute autre chose, quoi. Donc, je pense que ça reste vraiment à voir. On ne sait pas si elle passe, mais on attend. Donc, une telle réforme aurait un vrai impact sur tes projets futurs. Oui. Vraiment, ça va bousiller beaucoup de choses parce que ce master ça devait être une porte d'ouverture pour moi dans le monde du travail par rapport à mon domaine. Donc, si je réussis pas à le faire, parce que l'année dernière, j'ai pas réussi à le faire parce qu'il coûtait 5 000 €. Et si cette année, il est à presque 4 000 €, c'est pareil, quoi. Est-ce que tu serais venu étudier en France à l'époque où tu as dû faire ton choix, s'il y avait eu de tels frais en vigueur? Alors, je dirais non, parce que ma maman, elle pourrait pas payer un tel montant. Elle n'aurait pas pu parce qu'avec tous les tracas de demande de visa, tous les documents qu'il faut ramener, tout ce qu'on demande quand on arrive, tous les dossiers et tout, je pense qu'on se serait découragé même avant de penser. Quel pays aurais pu choisir? La Belgique, le Canada, l'Italie, l'Angleterre, tous les autres pays de l'Europe, peut-être pas la France, parce que je pense que je devais pas être la bienvenue. Et à l'heure actuelle, est-ce que tu as des amis, de la famille qui seraient impactés par cette décision d'augmentation? Oui, justement, mon petit frère devait venir. On pensait à ce qu'il vienne, mais là, je pense que on va moins penser. On va penser à ce qu'il aille ailleurs, parce que là, oui, il devait venir retrouver sa sœur, mais non, on peut pas parce que il va falloir peut-être payer pour moi 4 000 € et payer pour le petit 4 000 €. Bon, on va dire 3 000 €, c'est pareil, quoi. Pour une maman, 7 000 € en un an, sans compter toutes les dépenses qu'il va falloir faire à gauche et à droite, ça devient très, 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 très énorme. Ok, je te remercie Ingrid. Donc voilà, Merci à toi. Comme on a pu le constater, c'est vraiment des gros soucis que ça va créer cette réforme chez nos étudiants. Et voilà, donc j'espère que la mobilisation sera là et qu'on va pouvoir réussir à éviter le passage de la réforme. Exactement, faut se mobiliser. Du coup, on a peut-être 5 petites minutes pour continuer à discuter un petit peu encore sur cette situation-là. Moi, j'avais déjà une question que j'avais envie de poser. On a déjà évoqué 2-3 fois, mais du coup, c'est une décision qui, quand on analyse, même pas un tout petit peu, mais vraiment en surface, qui est extrêmement discriminante. Enfin, surtout en termes de pauvreté, en termes d'origine, en termes de même de continent d'arrivée. C'est ciblé, quoi. Voilà. Mais comment le gouvernement a justifié ça? Quand il a fait passer ce truc-là, quels sont les trucs qu'ils ont pu sortir pour dire que c'est une décision juste ou pas? Alors moi, dans ce que j'ai pu lire, j'ai vu que l'image de l'enseignement gratuit, ça pouvait nuire à la France dans le sens où c'est gratuit, donc c'est nul, clairement. Donc ça a été une des choses que j'ai pu lire à ce sujet. On peut constater que non, la France, ça reste quand même un pays où on accueille beaucoup d'étudiants étrangers et augmenter les tarifs, en fait, comme on a pu le constater, ça va, moi, à mon opinion, plutôt empêcher en fait la venue de beaucoup de personnes, puisque le constat il est à l'heure actuelle, même si c'est gratuit, les gens ne viennent pas. Donc, les gens de certains continents qu'on a pu citer tout à l'heure. Donc, je vois pas comment, en augmentant les prix sur de l'école publique, on va pouvoir changer cette opinion dans la tête des gens. Oui. Donc, c'était l'excuse d'attractivité par le prix, en fait. Un peu comme un truc comme on essaie de vendre un truc de marque, on vend la marque plus cher, quoi. Je crois que tu t'en parlais tout à l'heure dans ta chronique, mais effectivement, il y a cette logique de mise en concurrence. Les universités en France sont mises en concurrence les unes avec les autres, et on veut à tout prix mettre en concurrence, faire rentrer en tout cas dans cette logique de concurrence les universités françaises avec des universités, des grandes universités américaines, étrangères, etc. Et on s'oriente en fait de plus en plus vers un modèle anglo-saxon. Et justement, d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant du coup d'en parler avec ce prisme-là, parce que
cette réforme qui est mise en place en France actuellement, elle a été mise en place il y a quelques décennies au Royaume-Uni, et ça s'est fait comme ça. C'est comme ça en fait que le Royaume-Uni ou ses universités ont connu leur transition vers les universités hyper élitistes, extrêmement chères qu'on connaît aujourd'hui. D'abord, on a viré les étudiants étrangers qui venaient notamment d'anciennes colonies britanniques, l'Inde, etc. Je sais pas, le Nigeria, bref. Et petit à petit, en fait, on a derrière donc augmenté ces frais d'inscription pour derrière justifier l'augmentation des frais d'inscription ensuite généralisée. Et voilà, c'est vraiment axé c'est sans en retirer tout l'aspect raciste, etc. C'est quand même ancré dans une politique générale de libéralisation en gros des universités, de mise en concurrence entre elles. Et donc c'est plus tant le savoir, l'enseignement et ces vertus de je sais pas de résorbation des inégalités sociales, mais en tout cas, l'université, c'était le lieu où on avait éventuellement la chance, même quand on venait parfois de milieux paupérisés, de classes populaires, etc., l'occasion d'aplatir un petit peu, pas complètement, mais un petit peu ces inégalités. Et là, le but, c'est de les faire ressortir de plus belle, de les accentuer encore un petit peu avec cette mesure et d'autres mesures prises récemment. Alors, j'ai vu en fait et entendu qu'il y a des universités qui ont clairement décidé de ne pas faire passer cette mesure, en fait, de ne pas appliquer la décision. Et ce qui interpelle à moi une question sur l'autonomie des universités, en fait. Qu'est-ce qu'il en est et quelle est la position de l'université de Strasbourg? Donc, je poserai peut-être la question à Colin. Alors moi, je veux bien prendre la parole sur la question de l'autonomie des universités. Pour l'instant, la prise de position de l'université de Strasbourg, je n'ai aucune idée. Parce que je me permets de prendre la parole parce que j'étais à la fac à l'époque, on a fait passer la réforme sur l'autonomie des universités. Où les universités... J'étais à la fac et j'ai occupé 2-3 amphis à l'époque. Parce que en fait, ça a été passé sur cette forme que l'université doit pouvoir gérer ses cours, gérer tous ces trucs-là comme ils veulent. Or, en fait, c'était juste un passage sous le format des accords de Bologne, avec un comptage d'unités capitalisables, en disant que du coup il y a une transférabilité de tous les diplômes, de tous les examens, non seulement entre les universités en France, mais déjà ce qui existait déjà à la base, mais dans toute l'Europe. Ce qui s'est passé très rapidement, parce que là on s'est retrouvé devant des plans de formation, ce qui s'est passé très rapidement, c'est que il y avait certains points d'unité capitalisables qui étaient mis un peu au jugé. Selon les cours, selon l'importance qu'on estime à certains cours, et que au final il a fallu négocier non seulement entre chaque université au niveau européen, au niveau extraterritorial, mais en plus avec les universités françaises, parce que du coup on s'est retrouvé avec des diplômes qui entre les universités n'avaient plus la même valeur. Par exemple, Strasbourg, qui est une université qui est pas trop mal cotée, ça n'avait pas la même valeur que les universités comme des villes un peu plus petites, avec un peu moins de moyens, comme Reims par exemple. Okay. Où les diplômes des universités de Paris, ça avait pas le même niveau que celle Strasbourg n'avait pas le niveau pour concurrencer les universités de Paris. Et donc du coup, il y a déjà eu une première étape de mise en concurrence, et en plus on avait les présidents d'université qui disaient, certains présidents d'université qui disaient, moi ça me dérange pas d'aller démarcher les entreprises pour qu'ils nous donnent des sous pour faire fonctionner les universités. Et grosso modo, on a quand on parle d'autonomie, en fait, on a surtout tendu les chaînes plus vers l'entreprise que vers l'État. Et du coup, on ne dépend plus de l'État, on dépend de bon vouloir de ceux qui veulent bien financer les universités. D'accord. Pour moi, c'est ça l'autonomie des universités, c'est comme ça que je l'ai vécu, et c'est comme ça que ça a été venu dans les discours. D'accord. Voilà. Et l'université de Strasbourg, du coup, sa position. Alors, l'université de Strasbourg, pour donner un petit peu le contexte, l'université de Strasbourg, c'est une université qui accueille beaucoup d'étudiants étrangers, d'étudiantes étrangères. On est presque, on est à presque 20%, un peu plus même, il me semble, ce qui est grosso modo le double de la moyenne nationale. Voilà, pour se donner une petite idée, en gros, pour caricaturer, dans nos amphis, 1 personne sur 5, en gros, n'a pas la nationalité française et se retrouve déjà du coup discriminée sur les questions sociales, les questions de logement, etc. Du coup, c'est une université qui aurait dû, je pense, être en première ligne du coup de cette bataille contre le gouvernement, puisque les universités ont leur mot à dire. Hein, c'est pas des lycées qui obéissent, qui appliquent les consignes des rectorats du ministère de l'Éducation nationale. C'est des établissements qui ont leur propre direction, leur propre conseil d'administration, qui sont à même de dire si oui ou non
ils sont pour ou pas une réforme, qui sont parfois même à même de décider quelle réforme ou comment ils appliquent certaines réformes. C'est de plus en plus le cas. On a brisé par exemple l'arrêté de licence qui cadrait nationalement la licence pour laisser aux universités le choix de comment elles mettaient en place ces licences. Donc on aurait pu s'attendre à ce que l'université de Strasbourg, au vu de sa situation, de sa population, décide de défendre quelque part non pas juste les intérêts de ses étudiants et de ses étudiantes, mais aussi même ses propres intérêts. Dans cette logique de mise en concurrence, etc., défendre ses labos de recherche, défendre ses potentiellement futurs prix Nobel, et du coup s'oppose à cette mesure. Pour l'instant, c'est pas le cas. L'université de Strasbourg, historiquement, c'est une, sinon la bonne élève du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Quand il y a des réformes qui sont mises en place, elles s'appliquent pas à Strasbourg parce que Strasbourg les a appliquées en amont. Strasbourg, on expérimente, on supprime les rattrapages avant que la loi l'autorise. À Strasbourg, dès qu'on peut innover, on innove. Et pour le coup, je pense que il y a un certain manque de courage du côté de la direction de l'université qui s'est fait un petit peu discrète, en tout cas beaucoup plus discrète que d'autres universités. Là, c'est assez rare en France pour le signaler. Les universités qu'on voit en première ligne, qui s'expriment le plus, qui sont le plus présentes dans la presse, c'est les universités de banlieue parisienne, c'est les petites universités de province, c'est les facs de secteur qui, sans ces étudiants étrangers, notamment africains, ces 40% d'étudiants étrangers qui sont beaucoup plus que 40% chez elles, juste meurent. Elles ne font plus de recherche, leur labo de recherche se vide, leur master ferme parce qu'il n'y a plus assez d'étudiants dedans. En France, on a une université qui est ouverte sur le monde et qui accueille des étudiants étrangers, et on a des universités dont le fonctionnement repose là-dessus. Et cette mesure, c'est dire à quel point finalement elle est complètement déconnectée d'une part, on l'a dit, de la réalité des étudiants, mais aussi de la réalité de notre enseignement supérieur français. C'est que elle ne comprend pas comment ça fonctionne, elle ne comprend pas ce que ça va déclencher par la suite. D'accord. Aïcha, t'as une question? Ouais, j'ai une question, mais je réfléchissais en même temps si je la pose vraiment, parce que est-ce que ce mode, hormis le fait que c'est un petit peu un rentre chez toi pour un étranger, est-ce que ce mode de fonctionnement vers lequel l'État français veut se tourner, c'est-à-dire l'université élitiste, mais en réalité pas vraiment parce que c'est ciblé étranger, donc. Mais qu'est-ce que vous en pensez en fait de ce mode de concurrence là? Parce que en soi, moi quand je vois les universités américaines, etc., le prestige, etc., c'est pas forcément une mauvaise chose, ça oblige à travailler 2 fois plus. En l'occurrence, c'est ciblé sur les étrangers, donc ma question est un peu complexe. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce mode de fonctionnement, le mode élitiste en général, sans parler des étrangers, parce que c'est ce qu'ils essayent de faire, mine de rien, quoi. On parle un peu de ça quand même. Je vais répondre un peu peut-être à la question. D'accord. Je pense qu'en fait, dès les phases de préadmission, les précandidatures, quand on est chez nous, de l'autre côté en fait en Afrique, il y a une sélection qui se fait naturellement en fait, parce que il faut avoir de bonnes notes, parce qu'il y a Campus France, il y a beaucoup de contingences ou des contraintes qui font que c'est les plus bons qui vont avoir le visa, c'est les plus bons qui vont venir. Donc les moins bons forcément ils restent là-bas en fait. Déjà Donc je pense que l'élitisme commence déjà en fait dès les phases de précandidature et de présélection en fait. Et puis même en France, il y a au-dessus des étudiants et des étudiantes étrangères cette épée de Damoclès de si tu rates une année, t'auras pas le renouvellement de ton titre de séjour. La pression est quand même beaucoup plus intense, je pense. Je pense que la plupart des étudiants et des étudiantes étrangères travaillent déjà 2 fois plus que beaucoup d'étudiants français et françaises qui pourtant ont déjà l'impression de travailler beaucoup, je pense pour certains, au vu des stats sur le stress des étudiants qui sortent régulièrement, etc. Donc c'est de toute façon, j'aime pas parler d'élitisme, etc., parce que l'élitisme, on le justifie souvent sur la base de oui, mais c'est les plus méritants, etc. C'est bidon, on le voit en France. Pardon ? Il y a des conditions, il y a le contexte qui fait déjà que certains sont plus favorisés que d'autres, donc même au niveau du travail, ça va se ressentir. Ce sera pas les personnes qui forcément n'ont rien à penser, n'ont pas à penser à travailler derrière dans la nuit, tout ça. Enfin, même si de base ils sont on va dire bons. Ils seront quand même désavantagés au niveau du travail par rapport à ceux qui sont dans l'aisance financière et dans l'aisance mentale aussi. Oui, puis moi je voulais aussi rajouter un petit mot là avant sur la question de l'élitisme. L'élitisme, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose en fait. C'est même tout le contraire. Alors on estime souvent que la mise en concurrence des gens leur permet de se dépasser complètement. Sauf que plus on garde, plus on analyse un peu comment l'humanité a pu progresser, et en fait on se rend compte que c'est la coopération
qui permet d'aller plus loin, qui permet d'avancer. Et c'est en coopérant que même au niveau intellectuel, même au niveau culturel, que les populations progressent. L'élitisme, c'est surtout un bon moyen de se dire que il y en a qui sont au-dessus des autres. De couper les autres de la culture et du savoir. Alors on parle des étrangers, mais là je pense aussi aux pauvres, aux enfants d'ouvriers et compagnie, parce qu'on le sait très peu, mais à l'université, après la 3e année, il y a plus que 1% d'enfants d'ouvriers qui arrivent là. Qui pour eux c'est aussi très difficile parce qu'ils ont pas les codes, parce que à la maison il y a personne qui peut même déjà à partir du lycée. Moi, mes parents n'ont jamais dépassé le certificat d'études. Déjà, à partir du collège, ils arrivent plus à me suivre au niveau des devoirs. Et donc, du coup, là, on voit déjà qu'il y a une vraie sélection qui se fait. Et si on coupe une grande partie de son peuple de l'accès au savoir, de l'accès à la culture, le peuple, il progressera jamais. Et puis, c'est pas l'ADN c'est le maintien dans l'ignorance. Et c'est mécanique, ça devient non seulement mécanique, mais par un gros marteau qui nous tape dessus. Jusqu'ici, c'est pas l'ADN de l'État français au niveau de l'éducation, donc ce serait bien que ça reste comme ça. Exactement. Un dernier mot pour la fin, peut-être les invités. Alors un tout petit mot, parce que là, on est déjà censé rendre les micros. Ouais, vite fait, hein. Colin? Ouais, non, en 30 secondes, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est important de se mobiliser, de se renseigner un petit peu. C'est une loi qui, chez les étudiants français et françaises, est encore beaucoup trop passée inaperçue, parce que les enseignants, les enseignantes en parlent pas forcément en cours. Vraiment, je m'adresse à tout le monde, que vous soyez enseignant, étudiant, etc. Enfin, je pense que chacun a son mot à dire, que chacun est concerné à une échelle ou à une autre. Si vous êtes étudiant, t'as forcément un pote ou une pote dans ton entourage qui est concerné. Si vous êtes enseignant, enseignante, vous avez des gens dans vos amphis, vous avez, je sais pas, des futurs chargés de TD avec lesquels vous allez bosser, qui sont potentiellement concernés et qui, je pense, méritent que vous vous battiez pour eux, que vous alliez vous aussi expliquer un petit peu ce que c'est que cette réforme. Donc c'est pas juste l'affaire des étudiants, des étudiantes étrangères, quoi. D'accord. Go. Il a tout bien dit, en fait. Voilà, ouais, en effet, même si nos voix ne sont pas assez fortes, il y a aussi la voix des profs, la voix des gens de l'administration. Il faut pas hésiter à aller vers eux aussi. Voilà, moi je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut aussi se battre. Ok. Merci beaucoup, du coup. Très bien. Merci à vous d'avoir été là. Merci à tous. Nos 2 chroniqueuses aussi. Oui. Ingrid et Déborah. Aïcha. Merci à tous d'être venus et mobilisons-nous, ne baissons pas les bras. Et ça peut concerner tout le monde parce que ça pouvait être aussi, mettez-vous à leur place, à la place des étrangers, je parle pour les Français. Ça aurait pu être vous dans une situation où vous auriez eu besoin de partir à l'étranger pour des études. Donc voilà, ça concerne tout le monde. À l'étranger, on est bien content de pas payer si cher. Et oui. Voilà, merci donc, Colin. notre émission touche à sa fin. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour de Strasbourg et d'ailleurs sur le 91.9. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et on fait aussi des directs que vous pouvez suivre en même temps. Tout de suite, nos amis d'Afrique Move. Salut.